Merci, bonsoir. En fait, ce n'est pas un cas clinique parce que bon, je vais vous présenter plutôt les résultats d'un travail personnel que nous avons réalisé dans le service et dans lequel nous avons évalué la concordance entre l'IRM préopératoire versus examen sous anesthésie générale dans le diagnostic et l'évaluation de la complexité des lésions anopérinéales ou des fistules anopérinéales au cours de la maladie de Crohn. Ah, il ne marche pas. Alors, comme vous le savez tous, l'atteinte anopérinéale au cours de la maladie de Crohn est fréquente. Elle touche environ un malade sur deux, 40% selon Rankine. Elle entraîne une altération supplémentaire de la qualité de vie chez des patients jeunes qui souffrent déjà d'une maladie de Crohn luminale. Et elle entraîne une destruction de l'appareil sphinctérien, engageant ainsi le pronostic fonctionnel, parce que souvent ça aboutit à une sténose anale et ça nécessite un traitement lourd qui est une protectomie. La prise en charge, elle est lourde, elle est complexe, elle est surtout pluridisciplinaire et l'IRM constitue l'examen de référence dans le bilan lésionnel. Alors, quel est notre rôle en qualité d'imageur? C'est de donner d'abord aux thérapeutes, cliniciens ou chirurgiens la cartographie lésionnelle la plus précise possible, d'établir surtout un dialogue commun et de savoir surtout de quoi on parle. Alors, pour cela, nous avons deux classifications. Il y a la classification de Parkes qui est connue, qui est classique, qui date de 1976. Elle est basée sur les données de la chirurgie, donc c'est des données anatomiques. Le repère fondamental, Alors, le repère fondamental étant le sphincter externe qui est représenté par le muscle puborectal. Et dans cette classification, quand le trajet fistuleux chemine dans l'espace intersphinctérien, la fistule est dite simple, et quand il franchit le sphincter externe, elle est dite complexe, qu'elle soit transsphinctérienne, suprasphinctérienne ou extrasphinctérienne. Exception faite pour les fistules transsphinctériennes basses, qui sont considérées comme des fistules simples. Alors, vous remarquez que dans cette classification, elle ne tient pas compte des extensions, des complications et des abcès. Alors, la deuxième classification, c'est la classification de St. James. C'est une classification radiologique. Elle est basée sur les données de l'IRM. Elle a comme repère anatomique fondamental également le sphincter externe, c'est-à-dire le muscle puborectal. Et je vous ai dit qu'elle a l'avantage de tenir compte des complications. Et elle distingue 5 grades. Le grade 1 étant la fistule intersphinctérienne simple. Le 2 est une fistule intersphinctérienne compliquée d'un abcès intersphinctérien, ou alors c'est l'extension en fer à cheval d'un trajet fistuleux en intersphinctérien. Le grade 3, c'est une fistule transsphinctérienne, mais dans cette fistule, quand la fistule franchit le muscle, comme vous le voyez, je me trompe à chaque fois de bouton. Voilà. Donc, quand ça franchit le muscle puborectal, ça passe dans la fosse ischio-anale et ça va s'ouvrir dans la peau périnéale, mais il n'y a pas de complications dans la traversée. Par contre, dans le grade 4, ça sera une fistule transsphinctérienne, mais il y aura des abcès et des déverticules. Le grade 5 est réservé aux fistules suprasphinctériennes, dans lequel l'orifice primaire se situe toujours au niveau de l'appareil sphinctérien, mais le trajet fistuleux a un trajet ascendant supralévotarien pour redescendre dans la fosse ischio-anale et s'ouvrir dans la peau, ou alors les fistules extrasphinctériennes, comme leur nom l'indique, qui épargnent le sphincter externe et qui, dans l'orifice primaire, est le plus souvent situé au niveau de la paroi rectale. Alors, quelle classification on va utiliser? Parkes ou St. James? Ça, c'est une question à laquelle on va essayer de répondre à travers cette étude. L'enjeu, c'est de faire tarir la fistule en préservant la fonction sphinctérienne. Pour pouvoir le faire, bien sûr, il faut que le thérapeute doit disposer d'un maximum d'informations et surtout d'en tenir compte. Et la question que l'on se pose, nous en tant que radiologues, quelles sont les informations que l'on doit fournir au thérapeute? C'est une deuxième question à laquelle on va essayer de répondre aussi à travers cette étude, dont je vous rappelle les objectifs étaient d'évaluer par IRM les différents profils anatomiques des fistules chez des patients atteints d'une maladie de Crohn avec lésions anopérinéales. Et deuxièmement, d'étudier la concordance entre les résultats de l'IRM et ceux de l'examen sous-âgé. Alors, c'est une étude prospective unicentrique menée de 2010 à 2013, incluant 114 patients atteints de maladie de Crohn et opérés pour lésions anopérinéales. L'âge moyen était de 34,8, on avait 70 femmes et 44 hommes.
Le protocole d'examen, notre protocole était le suivant. Donc, on commençait par faire les séquences de localisation. On faisait les T2 axiales, sagittales et coronales, les obliques axiales, et on faisait aussi les obliques en FATSAT. Donc, on saturait la graisse, ça augmente la sensibilité et détection des fistules. Et on faisait des séquences de diffusion à B0, B600 et B1000. Elles sont intéressantes aussi pour augmenter le seuil de détection des fistules et surtout des abcès et des micro-abcès. On faisait des séquences T1, sans et avec saturation de graisse et sans et avec injection de gadolinium. Et on a utilisé les séquences dynamiques parce que dans cette étude, on a également évalué, même si j'en parle pas aujourd'hui, mais on a également évalué le profil hémodynamique de rehaussement des fistules. Alors, comme on a retenu le diagnostic des fistules, c'est la mise en évidence d'un trajet connectant l'appareil sphinctérien et le système entérique à la peau, avec un orifice primaire le plus souvent entérique et un orifice secondaire externe, cutané ou génito-urinaire. Donc, il s'agit d'une image d'un trajet en hypersignal, cerné par un hyposignal périphérique sur la séquence T2, qu'on voit ici en coronale. Et quand on sature la graisse, regardez comment c'est intéressant, puisqu'on augmente la sensibilité de détection des fistules. Et quand on injecte le gadolinium, on a une prise de contraste des berges de la fistule qui va délimiter un contenu en hyposignal qui correspond le plus souvent à du liquide. Bien sûr, le degré de rehaussement ou l'intensité de rehaussement est corrélé au degré de l'inflammation. Alors, immédiatement après, on a localisé les orifices primaires. C'est très important de les donner aux chirurgiens et aux thérapeutes. Et pour cela, on utilise l'horloge anale. Je vous montre le cas de ce patient qui avait une fistule intersphinctérienne avec un orifice primaire à 4 heures. On a fait aussi le bilan d'extension de ces fistules, et l'extension la plus fréquente étant l'extension en fer à cheval. Je vous rappelle que c'est une extension de part et d'autre de la ligne médiane d'un trajet fistuleux. Donc là, vous avez 2 cas de fistule en fer à cheval. Le deuxième avait même un déverticule dans la fosse ischio-anale. On a recherché des abcès et des collections. Le diagnostic était retenu devant une image en hypersignal T2 avec une prise de contraste périphérique après injection qui correspond à la paroi de l'abcès. Et là, vous voyez sur cette image un abcès au niveau de l'espace intersphinctérien. Il est surmonté d'un niveau, et quand on a un niveau, on est déjà à l'aise sur la séquence T2 de porter le diagnostic d'abcès. Mais sinon, quand on injecte, voilà ce que ça donne. On a une prise de contraste de la paroi qui est assez épaisse, c'est la coque de l'abcès. Alors, on a recherché l'extension génitale qui est fréquente, notamment chez la femme. Et je vous montre le cas de cette patiente qui avait une fistule complexe, transsphinctérienne complexe. Vous remarquez cette extension génitale très importante avec cette hypertrophie caricaturale de la filière génitale externe qui est en hypersignal. Et quand on injecte, on a ce rehaussement de type inflammatoire avec de multiples microsabcès au niveau de la filière génitale externe. Chez l'homme, on l'a recherché également, on peut avoir 2 types d'extensions génitales, soit au niveau de la base de la verge, soit au niveau de la région scrotale. Et je montre le cas de ce patient qui avait les deux, puisqu'il avait un petit abcès au niveau de la base de la verge qu'on voit ici en T2, et quand on injecte la prise de contraste périphérique avec le contenu en hyposignal, un deuxième abcès au niveau de la région scrotale avec un niveau hydroaérique, et quand on injecte, on voit la prise de contraste et le trajet fistuleux qui drainait cet abcès. Alors, l'extension à distance, c'est un des rôles primordiaux de l'IRM. Je vous montre aussi le cas de ce patient qui avait une fistule transsphinctérienne à 6 heures avec des déverticules dans les 2 fosses ischio-anales. Il avait de multiples abcès au niveau des muscles fessiers, mais il avait également un gros abcès ici au niveau de l'espace présacré. Alors, comment on a pris en charge nos patients? Quand l'examen clinique retrouve une fistule simple, le plus souvent on arrête, on ne fait pas d'exploration. Le patient reçoit un traitement médical. Il peut parfois, le clinicien, demander un examen sous anesthésie générale, mais on a recours à une IRM quand on a un échec au traitement ou quand on a une complication. Par contre, quand on a une fistule complexe, on fait une IRM initiale, donc une IRM au départ, suivie d'un examen sous anesthésie générale, et le traitement est le plus souvent combiné médico-chirurgical. En cas de récidive, on a eu recours à l'expertise qui était basée sur la réalisation d'une nouvelle IRM, un nouveau examen sous-âgé et surtout une relecture de l'IRM initiale. Alors on a évalué la concordance par le calcul du coefficient kappa. Là, je vous montre un peu nos résultats. Sur ce tableau, on a la concordance entre l'IRM et l'examen sous-âgé en matière de classification. Et quand on a utilisé la classification de Parkes, vous remarquez qu'on avait une excellente concordance pour les fistules simples, une bonne concordance pour les fistules complexes. Et quand on a utilisé la classification de St. James, pour le grade 1 et 2, qui sont considérés comme des fistules simples, on avait une bonne concordance. Pour le grade 3 et 4, on avait une chute de la concordance
qui allait de 0,46 à 0,54. Par contre, pour le grade 5, on avait quand même une excellente concordance. Alors, on a fait, on a reporté ces résultats sur des courbes. Vous voyez, quand on fait la classification de Parkes, donc pour les fistules simples, excellente concordance, bonne concordance pour les fistules complexes. Et quand on a utilisé la classification de St. James, vous voyez qu'elle est bonne pour le grade 1 et 2, excellente pour le grade 5, et chute de la concordance pour le grade 3 et 4. On a fait la même chose pour les abcès, et on a remarqué que pour les abcès de plus de 15 mm, on avait une excellente concordance entre la chirurgie et l'examen sous-âgé avec un kappa 0,9, mais pour les abcès de moins de 10 mm, on avait une mauvaise concordance qui était estimée à 0,2. Alors, ce tableau vous illustre aussi les mauvaises concordances qu'on a eues. Vous remarquez que la plus mauvaise était l'extension à distance avec un coefficient kappa à 0,12. Alors, nous avons comparé un peu nos résultats par rapport aux données de la littérature. En matière de prévalence des abcès, vous remarquez que quelles que soient les études, Bitstan, Spencer ou dans notre étude, les fistules complexes sont de loin les plus fréquentes au cours de la maladie de Crohn, avec des taux allant de 57 à 76%. Pour les abcès, la prévalence était variable en fonction des études, mais il y a une tendance générale qui se dégage, c'est que dans la majorité des études, ou dans presque toutes les études, au moins un tiers des patients ont développé des abcès au cours de l'évolution de leur maladie, avec un taux qui atteint les 60% dans l'étude de l'UNIS. Enfin, nous avons aussi comparé nos résultats par rapport aux données de la littérature en matière de concordance globale, et comme vous remarquez que cette concordance, elle était bonne à excellente, avec des coefficients kappa allant de 0,6 à 0,9. Donc, au terme de cette étude, je pense que c'est ma conclusion d'ailleurs, je pense qu'on peut répondre aux questions qu'on s'est posées au départ. C'est que quelle classification doit-on utiliser, Parkes ou St. James? Je pense qu'on doit utiliser la classification de Parkes parce qu'elle est plus exhaustive, parce qu'elle est basée sur les données de l'IRM. Et en matière de concordance, il est vrai que quand on utilise la classification de Parkes, la concordance elle est bonne, mais rappelez-vous, cette classification ne tient pas compte des complications, ne tient pas compte des extensions, qui sont le plus souvent source de récidive et qui sont le plus souvent source de mauvaise évolution clinique post-opératoire. Par contre, en ce qui concerne la classification de St. James, cette concordance devrait être excellente si l'examen sous-âgé tient compte des données de l'IRM, en particulier pour ces fistules complexes, les grades 3 et 4 qu'on a vu tout à l'heure, et ce qui nous incite un peu à travailler en pluridisciplinaire entre radiologues, gastroentérologues et chirurgiens afin d'optimiser les traitements et de réduire ce taux de récidive et de mauvaise évolution clinique. Je vous remercie.